Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que d'être avec soi-même? Réveille-toi, réveille-toi. Hey, yeah. It's time to wake up. Réveille-toi, hey. Réveille-toi. Wake up, wake up, wake up. Bienvenue dans Wake Up Conversations, une interview intimiste, humaniste, où l'on aborde les grands mystères de la vie. Qui sommes-nous? Quel est le sens de notre existence? Que se passe-t-il après la mort? Avons-nous tous un destin? Je suis Anaïs Raoux, directrice de l'école de développement personnel Wake Up, et on va parler ici des sujets qui nous tiennent à cœur au sein de l'école. Des sujets qui aident à grandir, des sujets qui dérangent, des sujets qui éveillent les consciences et redonnent le pouvoir à ceux qui osent y croire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Augustin Palluel-Marmont, le fondateur de Michel Augustin. Il est l'un des entrepreneurs emblématiques français. Diplôme d'école de commerce en poche, il poursuit avec un CAP pâtissier, démarre en vendant ses biscuits dans le quartier et finit par créer la marque au marketing génial Michel et Augustin, distribuée un peu partout en France. Au-delà de son côté entrepreneurial qui vous inspirera sans doute, c'est pour son côté humaniste que j'ai eu envie de le recevoir au micro du podcast. Pourquoi envoie-t-il chaque année ses collaborateurs sur les séminaires de Tony Robbins marcher sur le feu? Comment a-t-il créé une culture d'entreprise aussi engagée? Quelles sont les valeurs qui le poussent à créer encore aujourd'hui? Augustin est aussi dans une période de jachère et on a parlé de ça ensemble. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Augustin Palluel-Marmont. Augustin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est sympa de nous inviter, de m'inviter. Génial. Avant de démarrer sur toi, ta vision du développement personnel et comment tu le mets en œuvre dans ton quotidien d'entrepreneur, c'est ce qui nous intéresse. Un mot peut-être sur ton parcours avant. Toi, tu as fait cette formation en école de commerce, tu as suivi ensuite des cours du soir et tu as passé ton CAP pâtissier, ce qui t'a emmené à créer Michel et Augustin, on y reviendra. Et c'est l'exemple parfait de ce que Castelli appelle la révolte des premiers de la classe, donc où on passe d'un idéal intellectuel à quelque chose de plus manuel. Qu'est-ce qui t'avait attiré, toi, au départ, dans la pâtisserie, la boulangerie? Alors moi, j'ai jamais été premier de la classe. Non, mais c'est important parce que j'ai toujours aimé mon parcours scolaire, tout en n'étant jamais un bon élève. Mais je suis resté dans un chemin à peu près droit, parce que je pense que les professeurs qui m'entouraient détectaient à la fois quelqu'un qui était plutôt laborieux dans les études, c'est-à-dire que je n'étais pas un cancre au sens où je ne faisais rien. Je travaillais, j'étais investi, mais j'étais très moyen, voire mauvais. Mais avec beaucoup de projets de manière un peu innovante à l'époque, extrascolaires que je leadais avec des copains. Donc voilà, j'ai jamais été premier de la classe. Et je suis rentré effectivement à l'ESCP, mais là aussi par une voie un peu détournée à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui je crois que c'est les parcours parallèles ou les entrées admission sur titre. Moi, je suis passé à la fac, tu vois, donc je suis pas allé en prépa. Donc j'ai vraiment cheminé de manière assez différente, toujours en me disant, en fonction de mes talents, quel était le meilleur chemin pour atteindre mon objectif. Et on peut pas dire qu'aujourd'hui en école de commerce, ça soit quand même d'un très grand niveau intellectuel. Moi, j'ai beaucoup plus bossé à la fac et j'ai beaucoup plus appris à la fac qu'en école de commerce. Mais après, j'ai vécu ma passion en étant dans le tourisme. Moi, j'ai bossé au Club Med à la Strat, très jeune. J'ai quitté le Club Med au bout à peine un peu plus d'un an, parce que j'étais pas très bon, mais surtout parce qu'on m'avait proposé de rejoindre une première aventure entrepreneuriale, qui est un truc ultra technique, complètement incompréhensible, qui était une start-up qui faisait des logiciels d'optimisation de process industriels basés sur des algorithmes de logique floue. À l'époque, c'était l'idée par un polytechnicien à l'époque qui était passé au laboratoire d'intelligence artificielle de Polytechnique, qui était dans les années 2000, donc on était très en avance de phase. Et ça a été une expérience désastreuse, parce qu'en fait, j'y comprenais rien, j'étais très jeune, j'étais assez fragile en plus à cette époque, et les actionnaires et les fondateurs, en fait, j'étais pas bien avec eux.
Et c'est en sortant volontairement de cette expérience dans laquelle je suis resté actionnaire, et heureusement parce que ça s'est bien fini après, c'est une expérience très éprouvante humainement, et c'est à ce moment-là où après ces 9 mois d'entrepreneuriat en fait totalement avorté et raté et douloureux, que j'ai eu envie d'apprendre un vrai métier. Alors, j'ai pas fait de thérapie profonde. Pourquoi la boulangerie? À l'époque, c'était pas encore la pâtisserie, c'était la boulangerie, et pas la boucherie et pas coiffeur. J'étais très gourmand, mais comme beaucoup de gens, comme beaucoup de gens. Hein. Et donc, j'ai voulu apprendre surtout un vrai métier de mes 10 doigts. Et c'est là où, aussi un peu par hasard, je me suis retrouvé dans la boulangerie en bas de chez moi à 4h du mat à porter les sacs de farine, à faire le four. Et donc, ça a été une plongée pour moi dans un monde manuel assez que j'adore. Hein, j'adore l'ambiance des fournils tôt le matin. On est en sous-sol, on écoute la radio, il fait chaud, c'est humide, on transpire parce qu'on porte des charges lourdes. Mais c'était d'une humilité aussi extrême parce que tu arrives dans un endroit où tu ne sais rien faire, tu n'es rien. En fait, quand tu descends les escaliers du fournil, tu passes dans un autre monde. Et là, tu as tout à réapprendre, les codes, la technique. Et voilà, moi, j'ai adoré effectivement cette expérience d'apprendre un vrai métier de mes 10 doigts. Et aujourd'hui, je milite pas mal, même auprès de mes enfants, à ce qu'on complète les formations intellectuelles par une formation manuelle. Et quel était ton rêve d'enfant ? Moi, j'avais deux rêves d'enfant. J'aurais adoré être sportif haut niveau, mais j'en avais pas du tout la psychologie. J'étais plutôt doué en tennis, mais tu vois, mais j'étais pas assez solide psychologiquement j'étais trop brouillon dans ma tête et pas assez tenace. Et j'aurais adoré être aventurier. Voilà. Des modèles que tu as en tête? Aventurier, les Mike Horn, là on voit tous les jeunes qui arrivent, tu vois, et aventurier à la fois géographique, hein, c'est vraiment partir découvrir des territoires inconnus, vivre des expériences un peu extrêmes. Et après, moi j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, très jeune, et à l'époque on a fait un mec qui était quand même totalement outstanding, et bien qu'il soit complexe comme nous tous, hein, c'était à l'époque Bernard Tapie, qui était pour ma génération un ovni, hein, mais qui était quand même sur plein d'aspects inspirants, surtout Richard Branson. Moi, je me souviens d'avoir été toujours fasciné par l'histoire de Branson. Puis après, moi, j'ai eu plein de gourous, que ce soit par exemple Philippe Bloch, que certains connaissent, qui a été fondateur de Columbus Café, qui avait écrit 2-3 bouquins remarquables qui m'ont vraiment dit que l'entrepreneuriat, c'était ce que je voulais faire. Et du coup, ton aventure, tu n'es pas encore devenu aventurier, mais ton aventure, tu l'as vécue avec Michel et Augustin. Et ce qui nous intéresse, nous, dans ce podcast, c'est de parler avec des entrepreneurs, des artistes humanistes pour qui le développement personnel est quelque chose de central. Et ce que j'ai trouvé particulièrement génial quand on s'est rencontrés il y a près d'1 an maintenant dans un dîner, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est la philosophie que tu insuffles chez Michel et Augustin. Du coup, pour que les auditeurs comprennent aussi, comment est-ce que tu définirais la culture chez Michel et Augustin ? C'est très compliqué comme question. Moi, il y a nous, quand on s'est lancé avec Michel, qui était un super pote, on était ensemble en 4e, une valeur qui est étonnante et détonnante dans le monde de l'entreprise. Et c'est pas un hasard, parce que nous, c'est au cœur même de notre aventure, c'est la naissance même de notre aventure. Alors, le mot valeur est très galvaudé, mais c'est une valeur qui est l'amitié. C'est-à-dire que quand tu décides de monter une aventure avec l'un de tes meilleurs copains, c'est pas par hasard. Et moi, j'aime travailler ou vivre qu'avec des gens que j'apprécie et dont je partage les valeurs humaines. Et je pense que de cette amitié dans le monde de l'entreprise, il découle beaucoup de choses, dont la bienveillance, dont l'hospitalité, dont le respect de l'autre, dont le partage, dont l'enthousiasme, dont la joie de vivre, dont la solidarité. L'amitié, c'est une valeur extraordinaire parce que c'est tellement riche. Moi, je cherche toujours en moi la valeur suprême. Tu vois, qu'est-ce qui est mieux au-dessus de l'amitié ? Moi, cet été, j'ai beaucoup réfléchi sur le terme
toi, bienveillance, c'est un mot que j'aimais beaucoup, mais qui est totalement galvaudé. Je me souviens même d'un ancien politique, Jean-François Copé, qui, je crois, a écrit un bouquin Bienveillance, ou qui, à un moment, n'arrêtait pas de parler de bienveillance. Donc ça me paraissait un peu dingue. Mais toi, cet été, j'ai réfléchi, je me dis, l'hospitalité est peut-être la valeur suprême, moi, qui m'anime. Parce que c'est l'accueil, en fait, gratuit. C'est accueillir quelqu'un gratuitement dans ta vie, chez toi, dans ton quotidien. Voilà, donc c'est toutes ces valeurs-là qui animent Michel et Augustin et qui sont bien au-delà des biscuits qu'on fait, qu'on espère les meilleurs possibles avec les ingrédients les plus naturels possibles. Mais c'est avant tout un état d'esprit, une façon de voir la vie qu'on a voulu partager en créant cette aventure qui est totalement transparente. Et un autre mot que j'aime beaucoup, moi, quasiment plus que transparente, et sur lequel j'ai aussi pas mal réfléchi cet été, c'est la cohérence. Tu vois, donc ça, c'est un mot hyper important, parce on peut avoir des idéaux, on peut être transparent, mais il faut qu'on soit aussi tous cohérents entre ce que l'on veut et ce que l'on fait. Tu vois, voilà. Donc il y a tout ça, puis on en parlait tout à l'heure avant qu'on commence, c'était toute cette notion d'être entrepreneur de sa vie, de la vie et dans la vie, tu vois. Et nous, on a, c'est vrai, créé un écosystème un peu particulier, très créatif, où les trublions sont très indépendants, sont très autonomes, ont tous beaucoup de responsabilités. Chacun a un job qui est vraiment important, parce que s'il n'est pas là, ça pose un vrai problème à tout le monde. Voilà, en ayant l'envie vraiment de promouvoir l'utopie que chacun doit découvrir ses talents en lui et devenir entrepreneur de sa vie. Voilà. En sachant, juste pour précision, c'est que moi, je ne suis plus opérationnel depuis le début septembre chez Michel et Augustin, donc c'était une étape aussi importante. Donc moi, je peux beaucoup parler du passé, des 15 ans qu'on a passés. On reste avec Michel actionnaire et ce qu'on appelle au conseil d'administration, mais on a quitté toute fonction opérationnelle début septembre. Et donc là, ouais, tu me disais que tu étais d'ailleurs en jachère. Tu peux nous expliquer? Oui, alors, oui, donc moi je trouve qu'il y a tout un sujet très intéressant auquel les entrepreneurs ne sont pas forcément préparés, même si on le sait. Je trouve que les modules de formation ou c'est les sujets de transmission. Tu vois, il y a beaucoup de sujets sur les transmissions d'entreprises familiales, mais il y en a un peu sur le domaine aussi sur le patrimoine familial ou affectif. Mais moi, je trouve que ça a été un cheminement très intéressant, la transmission qu'on a fait à une équipe qui prend le relais pour à la fois consolider ce qui fait nos spécificités, mais aussi réinjecter des convictions nouvelles pour toujours continuer à avoir un temps d'avance. Donc nous, on est vraiment là dans la transmission et l'accompagnement, mais plus aux manettes. Et j'aime beaucoup ce terme de jachère, parce que ma femme trouvait ça horrible au départ, dire « qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « je suis en jachère ». Et régulièrement, je vais regarder la définition. C'est un sol qui est en régénération en vue d'une prochaine culture. Et voilà, donc moi je suis en jachère. C'est une forme de oisiveté riche où, voilà, moi aujourd'hui je suis je me laisse porter par la vie, c'est-à-dire je rencontre des personnes que j'aurais jamais rencontrées avant, je vis des expériences que je n'aurais jamais vécues avant, je suis beaucoup plus présent auprès de ma famille, de mes enfants, je fais du sport, je lis beaucoup, j'écoute des podcasts, donc c'est sans objectif défini et en me disant toujours que tout m'incite à sortir de cette jachère au plus vite. Je le vois, c'est dingue, c'est une forme de pression sociale qui t'en es où, tu fais quoi ? Et je vois aussi que moi j'ai plein d'idées de business à remonter, mais ce que je dis, je ne sais pas si ça marcherait, mais la facilité serait que demain, et hier je faisais une petite journée de brainstorming avec des copains un peu dans ma situation, je vois très vite à quel point très vite je peux monter au cocotier avec une idée auquel je crois. Il suffit de commencer avec une petite équipe et hop, on loue des bureaux et hop, c'est reparti. Moi, je me freine et je me force à être volontairement en jachère pour quelques mois pour que les choix que je serai amené à faire soient des choix qui me correspondent profondément et dont je comprends
les raisons profondes. Et justement, tu l'as évoqué tout à l'heure en parlant des valeurs de Michel Augustin. Et là, comme on aborde peut-être la suite, et en tout cas ta réflexion sur la suite, ce qu'on observe et ce qu'on voit, c'est que à partir du moment où il y a un décalage entre les valeurs personnelles de l'individu et les valeurs de l'entreprise ou de l'aventure qu'on crée, se crée une souffrance quand tu as ce décalage-là. Du coup, quelles valeurs est-ce que tu aimerais retrouver, que tu aimerais peut-être tirer de Michel Augustin, que tu aimerais reproduire, avoir à nouveau? Moi, tout ce qu'on a fait, quoi, on a tellement construit cette aventure autour de nos talents, de nos idéaux et de ceux de la tribu, évidemment, qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'a pas forcément réussi, à mon sens, mais et je vais être très prudent aussi, à faire grandir aussi bien qu'on aurait aimé. Mais globalement, toutes les valeurs qui animent cette aventure, moi j'adore. Moi j'adore ça, où toujours on sait qu'il faut laisser la main parce qu'on sait qu'il faut des gens qui aient un regard nouveau, une énergie nouvelle. Et pourtant, moi je me dis toujours, mais j'ai tellement d'idées, j'aimerais faire tellement de choses encore. Donc après, il y a des choses que moi je n'ai pas réussi à pousser aussi loin que je le voulais. Et moi j'avais lu un bouquin qui s'appelle Founders Mentality, qui sont écrits de mémoire par des gars de chez Bain, qui m'avait été recommandé par Olivier Duhal, l'un des cofondateurs de WebHelp, et cette phrase toute simple qui est de dire la croissance génère la complexité et la complexité tue la croissance. Et moi, peut-être que dans un des mots qu'on n'a pas réussi à faire vivre très très bien jusqu'au bout, c'était l'agilité. Je suis frappé de voir, mais dans nos vies perso aussi, à quel point les habitudes prennent un poids considérable dans notre vie. Et de dire qu'il faut combattre ce poids des habitudes pour rester agile, parce que à la fin, la seule chose qui compte, c'est ce qui marche. Tu vois. Et voilà, moi, ce mot agilité, mais je reprendrai quasiment tout dans les valeurs de Michel Augustin. Je ferai peut-être encore plus de transparence, peut-être une transparence même totale. Encore plus de cohérence, parce qu'on est tous tiraillés, on est tous un peu schizophrènes. Et dans les projets que j'ai, tu vois, il y en a une idée que j'aimerais même aussi un peu innover en termes capitalistiques, c'est-à-dire que un des projets que j'aimerais que c'est une vraie entreprise qui doit se développer, gagner de l'argent, qui est une très belle idée, mais j'aimerais même peut-être que cette entreprise soit détenue pas par moi ou des associés, mais soit détenu par un fonds de dotation ou une fondation, pour qu'à terme, l'enrichissement capitalistique ne revienne pas des individus, mais à une fondation, donc au bien commun. Tu vois, comment tu réinventes aussi le capitalisme, parce qu'on voit bien que l'un des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est l'accumulation totalement excessive et qui ne s'arrête jamais. C'est pourquoi ceux qui ont tout veulent encore plus. Pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont tout, acceptent de s'appauvrir chaque jour qui passe. Tu vois, donc c'est des réflexions un peu philosophiques, mais dans cette période des jachères, c'est des sujets qui m'animent. Si on revient quelques secondes là sur les valeurs, l'aventure que tu avais créée avec Michel et Augustin, un des trucs qui m'avait marqué, que tu m'avais raconté, c'est que vous envoyez une partie de vos employés suivre les séminaires de Tony Robbins. Pourquoi ? Et est-ce que tu peux nous raconter si vous avez marché sur les braises ? Non, mais donc Tony Robbins, c'est en France, il n'est pas connu, mais aux US, c'est un taux de notoriété proche de 100%. C'est un mec, c'est une espèce de gourou du développement personnel qui en a fait un énorme business à l'américaine, avec plein de côtés qui sont ultra choquants pour les Français, mais qu'il faut mettre de côté quand tu fais pour vraiment plonger dedans. Et je me souviens très bien de l'anecdote quand on est arrivé à New York pour suivre le séminaire de Tony Robbins, c'était en 2014 ou 2015. On disait au chauffeur de taxi qu'on allait faire le truc de Tony Robbins, et évidemment il connaissait, c'était un Indien. Il disait, on lui disait, on y va, il va changer notre vie. Et le chauffeur de taxi nous a répondu, je crois que d'abord c'est vous qui allez changer la sienne en payant ces séminaires. Et en fait, donc nous on est parti, moi je suis parti avec 10 copains, dont un prêtre et une trublionne de chez Michel Augustin, qui était Charlotte, à qui on avait offert ça dans la première expérience dans laquelle on est allé.
Et en gros, c'est une forme de show extrêmement énergisant. C'est-à-dire où on était 7000 dans un hangar au fin fond du New Jersey. C'était l'hiver, on dormait dans un hôtel à 1 kilomètre. On marchait quasiment le long de l'autoroute au bord de la neige pour accéder à ce show-là. Et tu as une ambiance surchauffée. Le gars, la première journée, reste 10 heures sur scène, hein. Tu ne vois pas aller pisser, tu le vois de temps en temps boire une gorgée d'eau. Et c'est vrai que dans son attitude, c'est de la psychologie PNL, hein, programmation neurologique assez basique, mais il te donne une énergie, une confiance en toi, une envie de te révéler par plein de techniques, de travail en petits groupes, de travail sur toi-même, en changeant l'ambiance sonore, visuelle. Donc c'est quand même très, très immersif et tu participes énormément avec la symbolique le premier jour de te faire quelque chose qui paraît impossible à tout le monde, c'est-à-dire marcher pieds nus sur des braises plus ou moins ardentes. Donc tu es 7000, tu as plusieurs lignées de 25 mètres de braises rouges. Moi je me souviens très bien quand je suis passé, les braises n'étaient plus du tout rouges et donc ils ont chargé avec une petite, comment on appelle ça, il y a une brouette de braise et voilà, c'est une symbolique mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils te conditionnent toute la journée en te projetant des films de brasiers énormes, puis en fait quand tu te retrouves à la fin devant des pauvres braises rouges, tu te dis en fait, puis tu as une ambiance de feu, on t'a conditionné, tu as tout le monde qui va, donc tu ne peux pas ne pas y aller et tu t'aperçois qu'en fait tu marches et il ne se passe rien. Tu vois, donc voilà, donc c'est un show et évidemment, tu as plein de défauts parce qu'à peine tu es assis qu'ils te vendent déjà le séminaire d'après, donc c'est très très commercial. Tout le staff, ce qui est dingue, c'est que tu es extrêmement encadré de staff et tout le staff est bénévole. Avec le gourou qui arrive en hélicoptère, tu le vois dans son jet, donc c'est tous les clichés américains mais qui sont quand même intéressants de comprendre, même sociologiquement parlant, et c'est vrai que moi je suis sorti de là avec vraiment on en a vraiment tiré des insights à la fois personnels sur toi. Moi je me souviens de ça, par exemple il te dit dès que tu as un truc qui ne va pas ou tu as une pensée négative, un claquement des doigts et tu dois te reprogrammer. Tu vois, et là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. En parlant, je me souviens de cet automatisme parce que pendant peut-être 1 ou 2 heures, tu ne fais que ça. Dès que tu as une pensée négative, et hop, par un claquement de doigts, tu changes ta façon de réfléchir. Donc, tu as plein de petites techniques comme ça. Et c'est vrai que moi, j'en ai ramené plein de choses perso. J'en ai ramené aussi dans les animations qu'on faisait à la Bananerie où on a beaucoup plus développé l'enthousiasme corporel par des danses, par la cloche qui sonne, oui, nous, on dansait beaucoup à la Bananerie. Même dans on a un cycle de conférences qui s'appelle « Boire une vache avec », dans lequel je suis avec Xavier Niel, sautant avec nous, dansant avec nous, se faisant des hugs. Donc l'équipe, la tribu, je pense à Margot notamment, elle a très très bien pris ces codes-là. Et c'est vrai que chaque année, on permet, via un petit concours interne, à quelques trublions de partir. Donc on offre tout évidemment sur le temps de travail, hein, sur le temps de l'aventure. Et c'est vrai que les gens reviennent. Pas tous, hein, parce que moi j'ai déjà fait des séminaires dans lesquels j'étais passé à côté. Hein. Je me souviens d'une agapé-thérapie que j'avais fait au Canada. J'étais complètement passé à côté. Pourtant, quelqu'un m'avait dit c'est la plus belle expérience de ma vie. Et là, on a des gens qui passent à côté, mais la plupart reviennent bouleversés et transformés. Génial, marrant et inspirant. Est-ce qu'il y a d'autres rituels que vous avez mis en place au sein de Michel et Augustin ? Alors oui, nous on a mis plein de. Alors je connais pas la différence entre un rite et une tradition, parce que je me suis posé la question récemment et je voulais aller regarder la différence. Mais oui, on a plein de petites choses. Nous on a comme alors c'est plein de petites choses qui toujours quand tu les prends séparément, tu te dis attends c'est quoi ces conneries. Mais en fait le tout, c'est comme un peu une peinture d'impressionniste. Donc à la fin, toute cette petite touche là crée une ambiance et un écosystème particulier. Et moi, j'invite toujours ceux qui sont interpellés à venir visiter la Bananerie, parce que tu comprends instantanément l'ambiance, l'espèce de ce que j'appelle le bordel ou machine à laver créatrice qu'il y a là-bas, la bienveillance, la passion, l'énergie, est très loin
du cliché de il y a un baby-foot et un ping-pong et on essaie de start-up. Moi, je pense que tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas du tout le sujet. C'est vraiment en profondeur sentir une atmosphère qui est, je pense, chez nous, assez particulière. Et dans tous ces rites qui l'animent, on en a plein. On en a, c'est par exemple la cloche. On a une très grosse cloche qui vient du Beaufortin, des tarines, hein, des vaches du Beaufortin, et qu'on sonne, que quelqu'un prend et se balade dans toute la bannière en sonnant quand on a une bonne nouvelle à partager, que ce soit une naissance d'un trublion, que ce soit un recrutement, une bonne nouvelle commerciale. Donc c'est partager et célébrer les bonnes nouvelles instantanément, tu vois, instantanément. On a le morning briefing où tous les lundis matins, on a un grand petit-déj super sympa dans lequel on partage toutes les actus de la semaine à venir, puis on commence par partager d'abord ce qui s'est passé le week-end perso. On a un truc qui s'appelle Tour des manèges, par exemple. Tour des manèges, c'est une fois par mois, au même moment pour tout le monde. Et on fait attention que ce soit l'après-midi pour que ça puisse se passer aussi avec les US, et c'est prédéfini par Kitry à l'époque, qui était au RH, qui passe un coup de fil à quelqu'un, un trublion qu'il ne connaît pas ou très peu. Tu vois, on a l'apéro des trublions qui arrive avec tout un programme d'intégration, la remise officielle du tablier. Donc, on en a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est très important pour créer une ambiance, une culture d'entreprise, d'aventure différenciante. Voilà. Moi, je suis très attaché à ces rites et traditions-là. Oui. Et là-dessus, en quoi, et ça rend dans... Ça, c'est en lien avec ma question sur les séminaires où tu les envoies, voilà, pour se poser des questions, d'introspection, etc. En quoi apprendre à se connaître est important pour toi, pour tes équipes, pour les personnes avec lesquelles tu travailles? Non, mais ça, c'est une question hyper, très, très importante où il est tellement facile de passer à côté de soi et de sa vie. Tu vois, c'est que moi je pense que cette introspection est l'élément fondateur d'une vie épanouie et riche, et je pense que cette sensibilité-là, où on l'a ou on l'a pas, d'avoir moi j'ai eu un déclic le jour où je trouve que dans la vie, effectivement, tu croises des personnes très sympas, hein, qui sont, il n'y a pas de jugement de valeur, mais des personnes qui n'ont pas ce langage ou ce filtre d'un minimum d'introspection sur eux-mêmes. Et donc, c'est des personnes qui ont du mal, j'ai l'impression, en fait, à se bonifier, et même avec lesquelles tu peux avoir du mal à avoir des échanges riches. Et cette introspection sur soi-même pour toujours essayer de bonifier et de t'enrichir et de grandir est la clé pour qu'après, moi j'aime bien aussi cette expression et moi j'ai beaucoup galéré, mais j'ai mis du temps à me trouver et d'avoir confiance pour avoir la bonne adéquation entre tes talents et le terreau dans lequel tu vas les exprimer. Et moi, quand on témoigne devant des plus jeunes, c'est toujours de te dire de multiplier les expériences au départ, quelle qu'en soit la durée. C'est-à-dire, ça peut être très court, tant que c'est vécu avec intensité et engagement, parce que ça peut être, il ne faut pas perdre de temps non plus, mais de multiplier les expériences, c'est-à-dire l'expérience de tes talents dans un terreau donné, pour en fait apprendre à te connaître et à savoir qui tu es, là où tu es bon, là où tu es pas bon, comment tu peux progresser et là où tu as envie de semer. Tu vois, moi, quand je regarde de manière un peu nombriliste, moi j'ai fait le Club Med, j'ai monté une start-up, ça s'est mal passé, j'ai pris mes cours, je me suis formé à la boulangerie. J'ai passé mon CAP boulanger, je suis parti chez Air France travailler au marketing. Quand j'étais chez Air France, les parts de ma première start-up ont été vendues. J'ai commencé à prendre des cours du soir du CAP pâtissier, etc. Tout ça, tu te dis, mais le mec à 25 ans, il a fait tout et n'importe quoi. Il a fait tout et n'importe quoi par rapport à des parcours plus classiques, mais je pense que c'est grâce à cette multiplicité d'expériences que j'ai réussi à me connaître
et à trouver le terreau dans lequel je voulais m'exprimer. Et qu'est-ce que le talent pour toi ? Parce que t'en as parlé, et nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi au sein de Wake Up. Comment tu définirais un talent ? Le talent, je pense que nous en avons tous, que certains le savent et d'autres le savent pas. Et le talent, je te dirais, c'est une bonne question, je te dirais, c'est l'expression d'un talent, pour moi, contribue à rendre le monde meilleur. Voilà, moi je pense qu'on est tous extrêmement talentueux, sans forcément le savoir, sans forcément les exprimer, et que quand tu es talentueux, tu contribues à un monde meilleur. Voilà. Mais c'est une question compliquée. Hein. Un de tes talents indéniables, c'est d'être créatif avec ce que tu as créé chez Michel Augustin, et tu nous en avais parlé aussi lors du dîner, mais j'adore ton concept de chasseur de papillons. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que moi, ça fait écho à... Je ne sais pas si tu as lu ce bouquin d'Elizabeth Gilbert qui a écrit Comme par magie. Non. Où elle explique que en fait, les idées sont autour de nous et qu'il suffit de, oui ou non, les laisser venir, les laisser s'inviter chez nous. Donc, c'est un peu ce que tu nous décris. Est-ce que tu peux nous raconter ? Non, donc c'est un des rites aussi qu'on a, c'est qu'on l'a, même physiquement à la bananeraie. C'est ce filet à papillons, donc on en a un, nous, qui est physique. Anne-Claire l'avait ressorti, ce qu'on l'avait un peu mis de côté. Qui existe. Mais qui existe, que c'est vachement important de... C'est le poids des images, des objets pour d'une idée en faire une réalité. Tu vois, parce que les idées, il y en a plein, mais faut-il encore les concrétiser. Et donc, effectivement, moi, j'avais conceptualisé, entre guillemets, ce chasseur de papillons, parce que en fait, je pense que c'est lié à une forme de curiosité, c'est-à-dire d'être curieux du monde et des femmes et des hommes qui nous entourent. Et quand quelqu'un te dit quelque chose, au lieu de porter un jugement, de toujours te dire mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça ? Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il me parle de cela ou comme cela ? Et cette curiosité, oui, moi j'ai toujours l'impression d'avoir dans ma tête un espèce de petit soft qui analyse en permanence ce que je vis en tant qu'être humain, homme, père de famille, entrepreneur, citoyen du monde. Et en permanence, je me dis, mais ça c'est bien, mais je le verrai différemment, mais j'ai besoin de ça, mais je ne le trouve pas. Tiens, cette personne m'a dit ça, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça ? Ça veut dire quoi ? Donc moi, c'est l'exemple d'un... Vraiment, tu fermes les yeux, tu t'imagines dans une prairie, avec de l'herbe haute et plein de tu vois, je pense même à un lieu dans les Cévennes un peu magique là, où tu as une faune et une flore extraordinaires, donc énormément de papillons. Et en fait, on est tous entourés de milliers, millions de papillons, et il suffit d'essayer de les voir et de pouvoir les attraper avec un filet à papillons pour en tout cas pour les coucher sur une feuille de papier. Donc, parce que toi tu as encore un petit livret que tu tiens et qui est écrit très bien en plus. Moi, j'avais ça avant et j'écris mal. Et donc, moi, maintenant, c'est sur mon téléphone. Donc, moi, en permanence, je note tout ce que je ressens. Que ce soit des idées, des réflexions, des idées de business. Donc je crois que on est tous entourés de centaines, de milliers, de millions d'idées de papillons. Faut-il encore être curieux et avoir envie de les attraper. Voilà. Et après, une fois que tu les as couchés sur un papier, ça reste encore une idée. Moi, ce que j'adore, c'est toujours les processus de filtre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu décides quelque chose. Quel est l'élément déclencheur de te faire avancer ? Tu vois, je trouve que dans toutes les situations autour de nous, dans toutes les situations compliquées, à quel moment les choses avancent ? Qu'est-ce qui fait Et moi, j'adore quand je vois autour de moi, que ce soit professionnellement ou personnellement. Toi, j'ai encore un exemple très fort là hier quand j'étais dans ce brainstorming de copains, où j'ai un copain qui rêve de quelque chose depuis 20 ans. Pour justement exprimer un de ses talents. C'est quelqu'un qui a un talent, qui a une carrière remarquable, qui a un talent qui est unanimement reconnu dans ses proches d'être un talent qu'on peut dire de one-man show. Quelqu'un qui un vrai talent. Et ça fait 20 ans qu'il dit
qui veut en faire ou veut tenter l'aventure, de monter sur scène. Et là, il ne peut pas rêver d'un meilleur moment qu'aujourd'hui pour lui. Il se trouve qu'il a une fenêtre de tir aussi exceptionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'invente n'importe quelle raison pour ne pas le faire. Et j'ai eu le flash hier, donc j'ai généré l'élément déclencheur qui fait qu'il va monter sur scène, parce que avant de venir, j'ai réservé un théâtre à Paris pour 3 soirées au mois de juin, tu vois, un théâtre de 200 places, pour qu'il fasse son spectacle, qui n'existe pas aujourd'hui. Donc j'ai créé le fait générateur. Et ça, je trouve que dans nos vies à nous, c'est hyper important. Qu'est-ce qui déclenche une marche en avant ? Mais donc là, on est dans l'action. Et avant ça, si on revient juste sur ce que tu disais, c'est que ces idées, on peut décider oui ou non de les accueillir. Parfois, on n'est même pas en capacité de. Au-delà de la curiosité, si on est trop embrumé dans des problèmes personnels, si on est trop fermé à la nouveauté, qu'est-ce que tu fais, toi, pour justement leur laisser le plus de place, la méditation? Qu'est-ce que tu fais pour être plus créatif? Oui, alors oui, évidemment, quand tu es embrumé, embourbé, cramé, tu vois, moi je pense qu'en partie, moi je me suis en partie cramé dans cette aventure Michel Augustin. C'est pour ça qu'il était temps qu'on passe le relais tout en étant évidemment présent. C'est la gestion ce qu'on appelle aujourd'hui de sa charge mentale. C'est-à-dire que moi par les épreuves et la vie, il faut apprendre à bien se gérer. Et moi, mon image, c'est comme un tableau de bord d'une voiture. Donc moi, j'ai tous mes petits indicateurs et je vois très bien quand j'arrive dans la réserve, tu vois, où j'ai plus d'essence, ou quand je vais trop vite, tu vois, ou que j'ai un moteur qui tourne trop vite. Donc il faut arriver toujours dans cette logique d'apprendre à se connaître, à détecter les signaux faibles qui font qu'il y a un moment dans le moteur, il y a un truc qui ne va pas. Et moi, ce qui m'a en partie empêché de complètement me cramer ou d'être, c'est moi le sport. Tu vois, moi je suis ultra créatif quand je fais du sport, natation, course à pied, vélo, ski de rando. Tu vois, moi j'ai besoin, et je fais du sport en ce moment tous les jours, mais quand on était à fond les ballons, c'était au moins 3 fois par semaine. Et ça peut être n'importe quand dans la journée. C'est-à-dire que le sport est un truc qui n'est pas négociable. C'est-à-dire que c'est sanctuarisé dans mon agenda. Donc le sport, la nature, pour moi, donc beaucoup de montagnes. Voilà. Après, il y a une forme aussi de spiritualité. C'est-à-dire que moi j'ai été élevé dans une éducation catholique. Je ne sais pas si j'ai la foi, mais je vais souvent à la messe. Donc c'est aussi une forme de respiration très importante pour moi. Et après, je pense qu'aussi un truc clé, et ça c'est encore un peu de la psychologie de comptoir de café, mais ce qui est complètement ouf dans la vie, c'est que tout problème, dès lors que tu l'exprimes, disparaît à 95%. C'est-à-dire que quand tu as un truc, on est tous en permanence bourrés de préoccupations, et suffit de l'exprimer à quelqu'un. Et c'est là, moi, je pense qu'on a un des talents, moi, et je pense aussi à ma femme, c'est quand on a un truc qui nous préoccupe, c'est le fait de l'exprimer, 95% de cette préoccupation disparaît. C'est dingue. Non, mais c'est ce qu'on apprend aux enfants, parce qu'on s'aperçoit qu'on est tous bourrés de préoccupations. Toi, et moi, j'aime bien cette phrase, mais je ne te demande pas de répondre, c'est qu'est-ce qui te préoccupe et en quoi je peux essayer de t'aider, tu vois. Moi, par exemple, une des choses que je fais, c'est que, et Sébastien le fait aussi, c'est on a ce rituel-là d'écrire nos peurs. Donc en fait, dès qu'on les met sur papier, on se rend compte de celles qu'on peut résoudre immédiatement, qui vont nous alléger cette charge mentale dont tu parles, et ensuite le reste, ne serait-ce que de les avoir couchées sur papier, elles ont un poids qui est tellement moindre que ce qu'elles avaient dans notre cerveau avant. Mais c'est marrant parce que je rends service à
un groupe de prêtres, tu vois, en animant une fois par mois des sujets assez basiques, parce que, où je suis juste là pour faciliter leur échange. Et je le fais même avec des copains, et on l'a fait hier aussi, c'est ce que tu dis. Hein. Nous, on le fait, hein, tu prends un paperboard et on passe chacun à toi en disant, et t'écris, non, moi j'écris en grand, j'ai peur de DE, 2 points à la ligne, et tu exprimes tes peurs. Toi, moi je l'ai fait l'autre jour avec une de mes filles et ma femme, tous les trois ensemble, c'était vachement intéressant. Et l'autre exercice que j'aime beaucoup aussi, en plus de j'ai peur d'eux, c'est quelles sont les personnes toxiques de mon entourage. Parce qu'il y a des personnes avec qui tu passes du temps, et tu ressors du temps que tu as passé avec eux, tu es moins bien qu'avant d'arriver. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que chaque conversation, chaque rencontre, elle peut te déstabiliser, elle peut te questionner, mais elle doit te faire grandir. Et tu as des personnes avec que tu es obligé ou que tu fréquentes qui te font en fait du mal. Et de décrire aussi la liste, c'est quelles sont les personnes toxiques que tu dois voir, d'en faire la liste et de te dire comment tu mets fin à cette relation toxique ou comment tu écartes cette toxicité de ta vie. Alors, il y a un truc qui va te plaire. Je ne sais pas si tu connais les petits bonhommes allumettes. Ça te parle ? Ça me parle, oui. C'est un bouquin... Alors, c'est un tout petit bouquin. Oui. C'est aussi une vidéo YouTube que tu peux trouver. Et en fait... Non, c'est un bouquin récent ou... Ah, écoute, non, sais... ça me dit quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est un très vieux livre, non ? Ouais, ça doit être assez vieux. Ouais, hein. Donc, c'est une petite technique. Et justement, dans des relations toxiques ou en tout cas dans des relations ou des situations finalement où, je pourrais t'envoyer le lien, où tu vois, où tu te sens soit écrasé ou tu as mis trop de pression là-dessus. C'est en fait de dessiner donc, toi, ta personne, et soit la situation, soit la personne en face. Et bref, je vais pas tout détailler ici, mais l'idée c'est très rapide, ça se fait en quelques minutes, et c'est de couper le lien qui t'unit avec cette situation ou cette personne, et à nouveau par le papier. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu te souhaites à toi tout le meilleur, tu souhaites à la personne tout le meilleur, mais tu coupes ce lien qui t'unit, quoi. En sachant que quand on fait l'exercice, et moi je le fais faire aussi, et je l'ai moi-même fait, c'est que de temps en temps, tu ne peux pas couper le lien. Parce que c'est... Oui, là c'est que sur le papier. Hein. Voilà. Non, mais tu as même as envie moi, il y a des personnes que je considère pour moi hein, comme toxiques pour moi, donc qu'elles sont sûrement pas toxiques. Donc j'ai totalement coupé le lien et que je ne vois plus jamais. D'autres personnes dont tu ne peux pas couper le lien pour des raisons fortes. Donc c'est comment tu arrives à gérer cette toxicité. Donc ça peut être de voir ces personnes-là dans un cadre défini, pas dans celui-là mais dans un autre, tu vois. Donc c'est un travail aussi vachement intéressant en sus de ce travail que on peut tous faire sur nos peurs et nos préoccupations. Et question que je me pose aussi, c'est quelle est la place de l'intuition, toi, dans ton quotidien d'entrepreneur ? Elle est très forte et c'est tout le sujet, c'est comment tu passes d'une forme d'intuition passionnée à une conviction argumentée. Tu vois, c'est ça le job, je trouve. Parce que, et c'est clair qu'il faut de temps en temps avoir des fulgurances pour avoir des idées nouvelles, pour l'innovation. Mais après, il faut arriver à embarquer d'autres de manière argumentée. Et nous, on l'a bien vu, c'est-à-dire que moi, peu importe, nous on fait à l'époque beaucoup de bon sens et que nous, on passe notre vie à déjà tester nos idées dans la tribu, puis à sortir dans la rue, à regarder, à poser des questions très simples sur les réseaux sociaux, à aller en magasin, poser des questions aux clients. Donc très vite, tu sens si, toi, moi, tu as une idée, tout va très bien, tu prends 100 personnes dans un rayon d'un Monoprix, tu poses une question, est-ce que tu as 90-10 ou 60-40 ? Tout de suite, tu sens quand même beaucoup de choses. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est à la limite, peu importe à la fin, ce que les gens pensent, ce que j'ai toujours souhaité, c'est que quand on lance, par exemple, une nouvelle recette ou un nouveau concept de produit,
c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de dire j'ai la conviction que ça va marcher. Le pire, nous, c'est quand on a lancé des recettes où en fait tu t'aperçois que tu ne sais plus très bien pourquoi tu les lances. C'est une espèce de consensus mou qui s'est complètement délayé dans la masse. Et à la fin, tu dis mais attendez, on a lancé ça, mais qui était convaincu que ça allait marcher? Et ça nous arrivait en disant personne. Donc on arrivait à faire des trucs surréalistes, on lançait des recettes auxquelles personne, même pas une personne, avait une conviction forte. Et lancer quelque chose qui ne marche pas, mais quelqu'un te dit moi j'ai cru que ça allait vraiment cartonner pour telle et telle raison, ce n'est pour moi absolument pas grave, même si c'est super. Tu vois. Donc c'est vraiment de cette intuition passionnée à une conviction argumentée et le fait de devoir entraîner des talents avec et autour de toi. Tu es papa de 5 enfants. Oui, ça c'est vrai. Et tu as une petite fille, Sarah, oui. ta 4e, qui est atteinte de trisomie 21. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment? Je l'ai lu tu nous l'avais partagé aussi au dîner, mais toi, en quoi ça a changé aussi ta perception de la vie? Écoute, c'était est-ce que ça a changé ma perception de la vie? Oui, dans le sens où ça a un effet que ça génère, c'est que, et c'est un truc qui m'arrive tous les jours, c'est que tous les soirs, quand je reviens à la maison, cette question sur qu'est-ce qui te préoccupe est quand même balayée par la présence visuelle et physique de Sarah, qui te remet tout de suite quand même dans l'ordre les priorités de la vie. C'est-à-dire que c'est physique, hein, la trisomie, ça se voit physiquement. Et dès lors que je la vois le soir pour la première fois de la journée, après l'avoir quittée le matin, ça me dit, est-ce que les préoccupations qui t'ont occupé aujourd'hui sont les vraies préoccupations? Est-ce que les priorités que tu veux donner à ta vie sont les bonnes priorités? Donc c'est un marqueur ou une expérience que je vis quotidiennement, et dont lequel le poids des habitudes, c'est peut-être le seul exemple que j'ai où le poids des habitudes en fait n'existe pas. Voilà. Après, c'est la découverte d'un univers que je connaissais mal, hein, mais auquel j'avais déjà été un peu confronté. Et voilà, puis nous, ça a été évidemment, nous on s'y attendait pas du tout, on n'était pas du tout, on savait pas, nous en fait, on l'a vraiment découvert au moment même où cet enfant est né, parce qu'il n'y avait aucun signe d'annonce, c'était même pas quelque chose qui existait pour Victoire et moi dans la cartographie du possible. Donc après, il y a évidemment toute une séquence naissance, post-naissance que nous on a vécu avec une intensité que je trouve aujourd'hui démesurément dramatique, parce qu'on était complètement... Et personne dans le corps hospitalier ne sait gérer ce type de situation. Pourtant, ça arrive encore en France aujourd'hui plus d'une fois par jour, ce type de situation. Mais le corps a été remarquable, mais on ne peut pas gérer ce type d'annonce. Ce n'est pas possible de bien faire. Voilà, donc... Aujourd'hui, c'est cette formule que quelqu'un m'a reprise, mais qui est une formule que j'aime beaucoup, qui est « c'est un bonheur que je ne souhaite à personne ». C'est beau. Non, mais j'aime bien un bonheur que je ne souhaite à personne. Ouais. Je trouve que c'est une très belle formulation. Et qu'est-ce qui t'a aidé justement à surmonter ce moment que vous avez vécu comme dramatique sur l'instant en tout cas, ce moment difficile? Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la capacité à partager tes émotions sans filtre. Et ça, je pense que c'est pour ça que je faisais référence à ma femme Victoire tout à l'heure, parce que je pensais notamment à ça. C'est le fait de le partager, que ça soit en rien un tabou. Et quand tu partages, les gens sont
toujours prêt à aider, mais faut-il encore demander de l'aide? C'est-à-dire que moi, je crois qu'on a su exprimer notre profond désarroi ou totale panique complète, hein, qui me paraît aujourd'hui, tu vois, j'en souris un peu, ça me paraît disproportionné, mais c'était de fait comme ça. Et je pense que le fait d'exprimer un désarroi profond, un état de panique totale et de demander de l'aide, je pense que c'est ça qui nous a permis de surmonter, d'apprendre. Et toi, et même aujourd'hui, on a tout un écosystème de famille et d'amis. Toi, on faisait... on a organisé une petite fête avec Victoire et des copains l'année dernière pour fêter plein de choses dans la vie. Et la chose, dans le petit mot à la fin qu'on disait pour remercier tout le monde, on a demandé. On a dit avec Victoire, la chose la plus forte que vous puissiez faire pour nous, pour faire vivre cette amitié, c'est de poursuivre une initiative qui a été faite par des copains, qui était ce qu'on appelle les week-ends de Sarah, où une fois par mois, du vendredi soir au dimanche soir, et il y a quelqu'un qui gère les plannings à l'année et tout, Sarah, on vient chercher Sarah chez nous, et elle passe le week-end chez cette famille d'accueil qui sont en gros des copains ou la famille, mais tout est organisé. Et à la fois, c'est une expérience super riche pour ceux qui accueillent, parce que c'est accueillir la différence, le handicap au sein. Alors, tout le monde la connaît dans notre entourage. Hein, et à quel point c'est un truc simple qui est riche pour la famille d'accueil. Et à quel point, moi, je reprends souvent la même expression pour remercier cette famille d'accueil du week-end, à quel point, pour nous, à quel point c'était une bouffée d'oxygène et de simplicité. C'est-à-dire qu'une bouffée d'oxygène et de simplicité. Et pourtant, j'adore ma fille Sarah comme j'adore mes autres enfants. C'est un autre sujet de gérer après un bon équilibre dans une fratrie avec un enfant handicapé. Mais oui, dès qu'elle n'est pas avec nous, ou quand elle s'échappe le temps d'un week-end, et elle est hyper contente de partir, c'est une vraie bouffée d'oxygène et de simplicité. Alors, j'avais une question pour toi qui était sur la foi, mais tout à l'heure, tu m'as dit « je ne sais pas si j'ai la foi ». Alors déjà, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu dis ça comme ça? La foi religieuse, qu'est-ce que c'est pour toi? Je ne sais pas si je crois, mais ce que je sais, c'est que l'homme est sur Terre pour contribuer à un monde meilleur. Et qu'on est au service des autres. Et moi, il y a beaucoup de textes, de paroles dans la religion catholique dans laquelle j'ai été éduqué de manière soft. Personne n'était... on n'est pas des extrémistes du tout, sur une foi catholique très ouverte et assez moderne. Je me reconnais dans plein de messages et d'idéaux, mais je ne sais pas à la fin si je crois en Dieu, et à la limite, c'est pas très grave pour moi, tu vois. Alors, il se trouve que l'un de mes meilleurs copains est un prêtre, mais le prêtre, c'est pour moi, quoi, c'est un pote, hein, donc c'est un pote. Et son job est prêtre, comme j'ai des copains qui sont boulangers, avocats ou médecins. Donc je l'aide, j'essaye de l'aider dans son job. Tu vois, on a créé des concepts ensemble qu'il essaie de mettre en place dans sa paroisse. Donc c'est un outil qui permet de contribuer à un monde meilleur, même avec tous les drames que traverse aujourd'hui l'Église catholique. Et les ravages que ça fait, mais voilà, tu vois, la foi, c'est très très compliqué, tu vois, mais je m'y retrouve dans plein de choses. Il y a plein de choses dans lesquelles je m'y retrouve pas. Toi, je trouve que le pape Benoît le pape François fait un truc, fait quand même un job incroyable. Ouais. Enfin, j'adore cette phrase, un chrétien qui n'est pas révolutionnaire n'est pas un chrétien. Tu vois, voilà, donc. C'est un rapport complexe avec la foi. Alors attends, si je résume, si je reformule plutôt ma question, c'est peut-être
si on nommait la foi, mais en quoi, en tout cas, la religion t'a aidé à surmonter ces obstacles de la vie. On parlait à l'instant d'une épreuve familiale, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si la foi m'a... est-ce que je ne sais pas si la foi m'a aidé, mais toute cette infusion que j'ai eue, mais qui aurait pu venir, je pense, par d'autres moyens. Tu vois, peut-être qu'une autre religion me serait tout aussi bien allée, voire mieux. Tu vois, moi, un truc qui me fascine, c'est pourquoi aujourd'hui les religions divisent. C'est comme ça, les religions, ça divise le monde, alors que ça devrait plutôt unir le monde. Donc, je ne sais pas si ça m'a aidé, ça m'a même plutôt quand Sarah est née, je me souviens, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelle injustice profonde. Donc j'étais même quasiment peut-être plus en rébellion par rapport à la foi, mais moi je te dirais que ce que la foi, c'est-à-dire la foi, est-ce que Dieu existe? Allons-nous vivre après la mort? En fait, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Mais certains des messages... certaines spiritualités, une atmosphère, toi la messe à laquelle je vais de temps en temps le dimanche à 19h est je sais pas si je crois, mais je m'y sens bien, tu vois, et ça m'inspire, ça m'apaise, ça m'enrichit. Voilà, je peux pas dire que la foi, c'est pas la foi qui m'a aidé à surmonter mes difficultés, mais c'est peut-être certains de ces aspects. Pas très précis comme réponse, c'est compliqué. Une des choses auxquelles tu crois, tu me disais, c'est que l'homme est sur Terre pour créer un monde meilleur. Ça rejoint un peu ce concept de Paulo Coelho qui dit qu'on a tous une légende personnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Et si oui, quelle est la tienne? Oui, je pense pas qu'il y ait sur Terre des personnes programmées pour être mauvais. Tu vois, et moi, quand je trouve que quelqu'un a un comportement inapproprié ou que je trouve, entre guillemets, mauvais, je me dis toujours, mais c'est quelqu'un qui doit être en souffrance, c'est quelqu'un qui doit être malade, c'est quelqu'un qui ne va pas bien pour agir de telle sorte, parce que l'homme, je pense, est naturellement bon, tu vois. Et après, est-ce qu'on a tous une légende personnelle? Oui, je crois que chacun est profondément bon et qu'il faut creuser, il faut gratter le vernis pour bien comprendre l'intérieur, la profondeur. Voilà. Puis, tu vois, moi j'aime Jean Vanier, je ne sais pas si tu vois qui est Jean Vanier, qui est le fondateur d'un mouvement qui est l'Arche, qui est un très grand mouvement d'accueil et de vivre ensemble avec des handicapés. Il est mort il y a quelques mois et quelqu'un avait reconstitué un peu ces 10 commandements. Regarde, parce que c'est quand même un gars qui a un parcours totalement hors norme et extraordinaire. Et un de ces commandements, quoi, c'est quand tu croises quelqu'un, c'est avant de poser la question, c'est quelle est ton histoire? Non mais quelle est ton histoire? Comment vas-tu? Après, tu acceptes la réalité de ton corps. Souviens-toi qu'un jour, tu mourras. C'est sois présent. Donc, c'est que des trucs très simples. Mais quelle est ton histoire? Moi, je suis frappé de voir que on sait tous qu'on porte des jugements très rapides sur les gens et que moi, je le vois notamment, par exemple, je l'ai vu à la Bananerie, ou même dans un entourage, quand tu connais l'histoire des gens, mais ton regard change instantanément à quel point autour de nous avons des personnes qui sont des fracassés et des survivants de la vie, tu vois, et d'avoir l'humilité d'apprendre à connaître quelle est ton histoire et comment vas-tu, tu vois, c'est clé, parce que sinon on est dans une espèce de tourbillon social de vernis. Voilà, donc je sais pas quelle est ta légende, ou chacun a sa légende personnelle, mais chacun en tout cas a une histoire qu'il vaut toujours le temps de découvrir. Et qu'est-ce qui t'émerveille aujourd'hui?
Moi, le truc qui m'émerveille le plus, c'est le vent qui souffle dans les feuilles d'un arbre. Je trouve que c'est dingue de voir le vent faire frémir les feuilles d'un arbre. Parce que c'est visuel et que ça fait du bruit, que tu vois des éléments, ça rend visible quelque chose que tu ne vois pas. Je trouve que c'est la beauté extrême de la nature. Moi, j'ai des images très précises, même là à Paris, là j'ai un arbre devant chez moi. Quand je le vois frémir avec le vent, je trouve que ça m'émerveille. Voilà. Merci Augustin. Merci. Merci infiniment à Augustin Paluel-Marmont pour cette conversation et à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Avant de partir, si vous avez aimé l'épisode, dites-le nous avec des étoiles et un mot doux sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus. Pensez aussi à partager le podcast en nous taguant sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, c'est là où vous retrouverez Augustin, et sur Instagram, @wakeup_io. Ce podcast est une création originale de l'école de développement personnel Wake Up et vous pourrez nous retrouver sur www.wake-up.io. Sinon, moi je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.